Les deux côtés de la médaille. Un balado sportif avec Laurent Dubreuil et Marc Durand. Les deux côtés de la médaille, édition de février, début février 2025. Mon nom est Marc Durand, je suis avec Laurent Dubreuil comme d'habitude. Salut Laurent. Salut Marc, comment ça va? Ah ben ça va très très bien. Moi, le moment que je préfère, je pense dans ma semaine, c'est lorsque j'ai la chance de te côtoyer quelques minutes comme ça à parler de sport olympique et de tes performances aussi, parce que tu arrives d'un gros week-end de Milwaukee, n'est-ce pas? Oui, exact. C'était la 4e Coupe du Monde sur 6 de la saison. Puis ça a quand même bien été. Là. Ça fait du bien de renouer avec le podium 2 fois plutôt qu'une. Justement, 2 fois en 2 jours. Je te lisais rapidement. Tu disais, enfin, je suis capable de prouver, pas enfin, mais je suis capable de prouver que je peux suivre et défier les plus jeunes parce que tu as 32 ans, mais ceux qui sont devant toi ont 20 ans. Je pense que c'est particulier quand même. Oui, ben la première journée, je partageais le podium avec Jordan Stolz qui a 20 ans, puis Yannick Debo qui a 21. Moi, j'ai 32 ans, 2 enfants. Une autre réalité. Une autre réalité. On n'est pas à des mêmes points dans notre vie, mais on fait des temps similaires aux 500 mètres du moins, parce que Jordan, évidemment, il est triple champion du monde sur 3 courses différentes, mais j'étais encore capable de rivaliser, puis ça fait du bien de le voir que j'ai encore dans les jambes. Absolument. Alors, ça te donne confiance. Je sais que tu avais été blessé il y a quelques semaines et tout ça. Tu revenais d'une blessure et là, je pense que tu es parti pour le dernier stretch de la saison, c'est ça? Exact. J'avais une blessure à l'aine cet automne. J'avais pas pu patiner pendant presque 1 mois, puis j'avais dû faire l'impasse sur la 2e Coupe du Monde. C'est parfaitement remis, c'est derrière moi. Puis, tu sais, d'être sur le podium 2 fois en 2 500 mètres à 1 mois et demi des championnats du monde, c'est là où je veux être pour lancer la fin de la saison. Puis, les écarts sont vraiment petits. Tu sais, à Calgary, la semaine avant, j'étais 5e à 7 centièmes du Polonais qui a fini 3. Puis ce même Polonais-là, il a fini 4-4 à Milwaukee, donc 2 fois juste en arrière de moi qui a fini 3e. Puis les 2 fois, c'était à moins de 10e également. Donc, tu sais, c'est d'un bord ou de l'autre, c'est un clignement d'yeux qui détermine la médaille ou non. Mais si j'ai une bonne course, je suis assez confiant que j'ai les jambes pour rivaliser. Et parlant de Polonais, ça se passe chez lui, donc pour la prochaine Coupe du Monde, c'est ça? Exact. On part en Pologne dans une dizaine de jours, puis de la Pologne, après ça, on va aux Pays-Bas pour la dernière Coupe du Monde de la saison, puis après ça, en Norvège directement pour le championnat du monde. Après ça, j'ai une dernière compétition en Pologne, pas une Coupe du Monde, mais une dernière compé de 100 mètres, en fait, aux Pays-Bas. Donc, c'est un voyage de près de 5 semaines. Là. C'est le dernier long coup à donner, gros coup à donner de la saison. Puis après ça, je peux revenir relaxer là, dans le off-season avec mes enfants, ma famille. C'est bon. Mais il n'y aura pas de off-season pour nous. On parle de sport olympique, bien sûr. Exact. Là, on est à 1 an, presque jour pour jour, avec les prochains Jeux à Cortina, en Italie. Je veux bien que tu es fébrile un peu là, de penser que dans 1 an, presque jour pour jour, tu seras des cérémonies d'ouverture. Oui, j'ai vraiment hâte. C'est sûr que je suis concentré pleinement sur la saison en cours avant de penser à ça. Mais c'est fou en vieillissant à quel point les cycles olympiques passent plus vite. J'ai l'impression que j'étais au jeu à Beijing. Je ferme mes yeux puis je suis capable de m'imaginer être là-bas encore. Puis on est déjà à 1 an, ou à peine à 1 an des prochains jeux. Ça a passé plus vite que le cycle d'avant, qui avait passé plus vite que le cycle d'avant. Donc, il en reste, j'imagine que dans 2-3 jours, je vais avoir l'impression que ma carrière est finie. Je vais cligner des yeux, ma carrière va se finir, mais il me reste encore quelques années. Non. Ne nous quitte pas tout de suite. Et encore notre meilleur Canadien, notre meilleure chance de médaille. Quoique ça se va bien également pour Valérie Maltais, d'autres athlètes également qui font bien. Alors, on espère tous vous avoir en santé pour longtemps et certainement, en tout cas, pour la prochaine année. C'est gentil. Mais ça me donnerait plus de temps pour faire le podcast. Par contre, Marc, ce ne serait pas nécessairement perdant. Mais non, il me reste encore quelques années, je te rassure. Tu as toujours les bons mots pour me faire plaisir. C'est gentil. Écoute, on va aller tout de suite à la pause parce qu'après la pause, on a un invité qu'on a déjà accueilli et qui est très connu dans le monde olympique. Ça tombe juste bien. Dominique Gauthier est avec nous. Petite pause partenaire Chrono Aviation, puis on revient immédiatement. Un mot sur notre partenaire principal, Chrono Aviation, spécialisé dans le nolisement d'avions, incarne la performance inégalée et le dépassement de soi pour ses clients. Rêvez grand et visez haut, c'est ce qu'ont fait Vincent et Danny Gagnon en 2012 en démarrant leur entreprise avec un seul avion à Québec. Aujourd'hui, de Québec à Saint-Hubert,
300 employés opèrent une quinzaine d'appareils, dont le tout dernier peut transporter plus de 180 passagers. Mais au-delà des chiffres, Chrono Aviation, c'est une histoire de passion, de dévouement et de persévérance. Comme quoi, la rigueur, en affaires comme dans le sport, c'est gagnant. D'ailleurs, plusieurs équipes sportives choisissent de voler sur ses ailes pour sa sécurité, son confort et sa flexibilité. Mais surtout parce que chez Chrono Aviation, sky is not the limit. De retour et sur le podium maintenant, on accueille Dominique Gauthier, fondateur de B210, un organisme qui aide encore aujourd'hui et plus que jamais les athlètes de haut niveau à travers le Canada, les meilleurs espoirs de médailles. Salut Dominique. Bonjour à vous deux. Quel plaisir de vous retrouver, comme vous le disiez, d'entrée de jeu à 1 an des prochains Jeux olympiques déjà. 6 février 2026, tu seras certainement en Italie pour Radio-Canada. On te connaît aussi comme analyste olympique. Ancien athlète aussi olympique, en fait, athlète olympique tout court et entraîneur olympique également de médaillé d'or olympique. Dominique, tu es l'homme de la situation pour parler de ce qui s'en vient. J'imagine que toi aussi, tu vis ça. Là, tu dis, OK, c'est dans 1 an, là, ça va aller vite. Là. Ça va très vite parce qu'on vient juste de sortir et de se remettre de nos émotions des Jeux de Paris. Il y a plusieurs choses qui se passent dans le monde du sport qui ne sont pas nécessairement positives au niveau du financement. On va en parler justement durant ce podcast. Oui. Donc, ça nous force, nous, les organisations, à se réajuster un peu d'une certaine façon et à voir comment on peut essayer de sauver le système d'une certaine façon. Wow, très intéressant. Juste avant qu'on poursuive avec justement ces différents sujets-là, je ne voudrais pas passer sous silence l'excellent week-end. On arrive d'un week-end extraordinaire pour 2 de nos meilleurs athlètes canadiens. Elliott Grondin, 2 médailles d'or en 2 Coupes du Monde. Michael Kingsbury, des médailles d'or également en Coupe du Monde. Comme quoi, ces 2 athlètes-là se disputent actuellement le titre de meilleur athlète québécois sur la scène internationale en sport d'hiver, en tout cas. Et c'est tellement pas une position facile comme ça en a l'air. Je l'ai vécu un peu à l'époque en tant qu'entraîneur, avec Jennifer Heil qui vivait ça un peu, là, de gagner 7-8 Coupes du Monde. Bon, Michael est quand même encore à un autre niveau que Jennifer Heil et d'autres athlètes avec qui j'ai travaillé. Mais autant que ça a l'air facile quand on regarde ça de l'extérieur, c'est pas facile d'avoir la cible dans le dos toujours comme ça, année après année. C'est une position qu'on veut, bien sûr, mais faut pas... je dis ça parce qu'il ne faut pas diminuer la valeur et l'impact de gagner comme ça 2 médailles d'or back-to-back, dans le cas de Michael, à la maison, avec la pression familiale et tout. Exact. Donc, les mêmes choses pour Elliott. Et là, ce qui avait d'intéressant, avec la Coupe du monde de ski de boss, on a vu Maya Schwinghammer qui a pris aussi la médaille d'or. Donc, chez les femmes, on voit la Maya qui commence à se classer dans le top 5 régulièrement. Et c'est ça qu'on veut, de l'avoir constamment dans la finale, la super finale, donc avec les 6 premières. Et comme ça, on va pouvoir avoir espoir de l'avoir sur le podium l'année prochaine aux Olympiques. Et du côté du snowboard cross, ben là, je pense qu'il est temps qu'on commence à avoir d'autres noms que Elliott. Elliott est là pour longtemps encore, donc pas pour remplacer Elliott, mais pour avoir des noms qui se joignent à lui sur le podium, autant chez les hommes que chez les femmes. C'est un peu seul, effectivement, de ce côté-là. Là. Chez les femmes, effectivement... il n'y a pas de suite à ce qui s'est passé avec sa partenaire, entre autres, des derniers Jeux olympiques, alors qu'ils ont gagné une médaille en mixte. Il y avait Audrey McMenaman. Audrey McManaman, effectivement, mais celle qui était sur le médaille, sur le podium avec lui en combiné, là, en mixte. Oui, j'ai oublié le nom. C'est rare, mais là, j'ai vraiment oublié un. C'est un signe. Quand on oublie le nom comme ça, c'est parce qu'on l'a oublié aussi un petit peu. Elle s'est fait oublier avec les résultats. Effectivement. Un peu triste, ça, mais... non, mais Elliott, elle avait dit déjà d'entrée de jeu, puis Laurent, on en avait parlé, il a dit même avant le début de la saison, je veux toutes les gagner cette année. Moi, je trouve ça exceptionnel. Moi, je suis 100% d'accord avec ce que Dominique a dit. Moi, j'ai connu un peu des années où j'étais 10e au monde, plutôt dans ma carrière, puis depuis 5 ans, je suis dans les favoris. Il y a peut-être une année ou 2 où j'étais vraiment le premier au monde, mais clairement, Jordan Stolz, qui est, selon moi, le meilleur patineur de tous les temps, a clairement... premier pendule à l'heure à ce niveau-là, mais des années qui étaient dans les favoris, qui étaient peut-être même le favori, c'est tellement plus drainant mentalement, physiquement, qu'une année où tu es 10e. Tout le monde s'attend à ce que tu sois bon. Tout le monde veut te battre. Stolz vient de perdre une course, là, puis je dis perdre entre guillemets, il a fini 2e. Ça faisait 1 an qu'il n'avait pas perdu une course. Il finit 2e, le monde fait il a perdu. Il finit 2e d'une Coupe du monde dans la même fin de semaine qu'il a gagné 3 autres médailles d'or.
Puis le monde est comme, voyons donc, il y en a échappé une. Tu sais, c'est tellement plus difficile. Puis moi, je finis mes saisons beaucoup plus fatigué, beaucoup plus drainé qu'avant. Il faut apprendre à le gérer. Puis, je veux dire, Elliott, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Michael, encore plus, parce que ça fait quasiment 15 ans, là, 15 ans à peu près, là, qu'il domine. C'est vraiment des genres de choses que ça prend les habiletés physiques pour le faire, mais ça prend un mental d'acier pour être capable de faire ça année après année, après année, après année. En sachant que si tu finis deuxième, c'est presque une défaite. Ben, je veux dire, je pense que aux yeux des spécialistes. Là, mettons, au dernier jeu, Michael a fini deuxième, puis je pense que les gens étaient déçus, mais c'est une médaille d'argent olympique. Là. C'est un exploit qu'une poignée tellement d'individus vont réussir dans leur vie. Il est tellement bon que les gens sont déçus. C'est des attentes impossibles à réaliser parce que si tu gagnes, c'est normal. Si les fois que tu gagnes, c'est un désastre. Mais je veux dire, c'est sûr que tu ne gagneras pas toutes tes courses. Les gens s'attendent à ça. Ça démontre à quel point il est bon, puis il a toute mon admiration d'être capable de continuer à le faire après tant d'années. Effectivement. Toi, Dominique, d'entendre Michael et d'entendre, entre autres, Elliott dire moi, je pense que je vais toutes les gagner cette année. Je veux toutes les gagner cette année. C'est pas d'arrogance, c'est de la confiance, mais à la limite, tu te mets une cible dans le dos aussi. Hein? Oui, mais j'ai vécu l'autre côté un peu où on avait une approche, surtout avant les Jeux de Vancouver, où on essayait de toujours éliminer et de bloquer, si tu veux, toutes ces discussions-là sur les attentes de médailles. Oui. Puis honnêtement, si j'ai un regret en tant qu'entraîneur, peut-être en vue des Jeux de 2010, surtout avec Jennifer qui avait toutes les attentes sur son dos parce que justement, elle était classée première, elle avait gagné des Jeux 4 ans auparavant et elle était la première journée des Jeux olympiques de 2010. Donc, tout ce qu'on se faisait poser comme question, c'est comment tu vas te sentir lorsque tu vas gagner la première médaille d'or. Et ce genre de questions-là qu'on essayait de vraiment de repousser, bloquer. Oui. Alors qu'avec du recul, puis c'est ce que j'essaie de faire avec les athlètes avec qui on travaille présentement, c'est bloque pas ça parce que ça va te frapper d'en face quand tu vas arriver, dans ce cas-ci, à Milan l'année prochaine. Donc, parle-en, dis-le ouvertement, donne-toi des objectifs qui sont hauts, le monde va embarquer avec toi. Peut-être que tu ne gagneras pas toutes les médailles, d'ailleurs, il ne gagnera pas toutes les médailles d'or parce qu'il a déjà manqué le podium, malheureusement, là, juste avant Noël à cause d'une chute. Mais moi, je trouve ça bon maintenant, je pense, comme approche. Puis tout le monde est différent. Laurent pourra en parler plus que moi. Il est encore là sur la ligne de départ. Là. Moi, je ne suis plus là depuis longtemps. Mais je pense qu'à un moment donné, c'est correct de se dire, moi, c'est ça que je veux. Je veux gagner une médaille. Comme ça, au moins, quand les médias t'approchent, tu n'essayes pas juste de mettre sur des œufs. Éviter inévitablement, puis on va t'en parler de toute façon, right? Alors, Laurent, dans un an, est-ce que tu vises une médaille? Oui, moi, je vise une médaille, assurément. Est-ce que je vais la gagner? Je ne sais pas, mais c'est mon objectif. Puis je ne mentirai pas que si j'en gagne pas, je risque d'être déçu. Puis c'est ce que je fais à chaque Coupe du Monde. On me demande, tu sais, qu'est-ce que tu t'attends? Ben, je m'attends à gagner une médaille. Je sais que j'en gagnerai pas 100% du temps. Mais je veux dire, sur une bonne course, généralement, je suis capable d'être dans les 3 meilleurs. Puis quand je ne le suis pas, je suis déçu. À Calgary, j'ai fini 5e, j'étais déçu. Milwaukee, j'ai fini 2 fois 3e, j'étais satisfait. Je n'étais pas over the moon, là, si vous me permettez l'expression. J'étais juste satisfait. J'ai fait de la job, j'ai gagné ma médaille. Puis moi, je reviens toujours à, encore une fois, un athlète qui est bien meilleur que moi, mais Tiger Woods, il disait, tu sais, ça sert à quoi de s'inscrire à un tournoi si tu ne vises pas le gagner? Puis et au golf, c'est impossible de tout gagner ces tournois-là. Tu n'as pas juste à battre un adversaire une couple de fois, il faut que tu battes le field au complet, les 150 gars. Fait que, tu sais, Tiger Woods, qui est, selon moi, le meilleur golfeur de tous les temps, gagné un tournoi sur 3 dans sa carrière à peu près. Mais les meilleurs en ce moment, c'est 1 sur 10, là, fait qu'il c'est 3 fois mieux. Mais lui, il arrivait là pour gagner, puis il savait qu'il n'allait pas toutes les gagner, mais il voulait toutes les gagner. Puis moi, c'est comme ça que je vois ça. Je pense qu'il y a trop longtemps dans le sport canadien, on est poli, on ne veut pas déranger. On voyait plus d'Américains dire ça que de Canadiens, mais moi, j'aime ça qu'Elliott dise ça. Moi, je l'ai toujours dit que mon but, c'était d'être champion du monde dans ma carrière, de gagner des médailles aux Jeux olympiques, aux mondiaux, en Coupe du monde. Puis à chaque fois que je suis sur la ligne, c'est vrai encore. Puis je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. Faut pas avoir, je veux dire, on est loin de Mohamed Ali qui bave son adversaire pendant des mois avant un combat. Non, c'est pas de l'arrogance, c'est ça, exactement. Non, on est juste confiant. Elliott, c'est le meilleur au monde de son sport. C'est normal qu'il vise de gagner. Il n'a pas besoin d'être gêné de le dire. Il l'a mérité, il travaille fort, il est talentueux, il a tout pour le faire. À un moment donné, il faut s'assumer, puis c'est juste bien qu'on soit capable de le faire maintenant. C'est pas une promesse difficile à tenir. Oui. Excuse-moi, c'est... Il va pas nous dire hey, je vais être top 3 cette année. On va tout dire c'est de la foutaise. Là, faut que tu te mettes des objectifs plus haut à chaque fois. Puis c'est ce qui fait que Michael reste au sommet toujours. C'est parce que oui, il y a des objectifs personnels, techniques qu'on ne connaît pas trop et qui ne nous parlent pas nécessairement. Mais en bout de ligne, c'est ça qu'il veut tous les gagner lui aussi. Puis il veut battre tous les records. Donc il l'a dit depuis toujours, moi je veux battre tous les records. Est-ce qu'il risque d'arriver l'année prochaine? Parce que là, il va finalement avoir 2 chances de médaille d'or. Et donc, il va finalement probablement avoir
possiblement plus de médailles d'or qu'Alexandre Bilodeau, qui lui en a 2. Et à ce moment-là, il pourra dire j'ai vraiment tout battu au complet. Là, c'est la seule chose qui lui reste. Mais il dit depuis qu'il est tout jeune, voici les records que je veux battre. Donc, lui, il disait moi, j'espère gagner 1 ou 2 Coupes du Monde cette année. Ça ne le motive plus. Là. Donc, à un moment donné, à chacun son niveau de motivation. Mais de l'évitement qu'on faisait là, au niveau de parler des médailles, je pense qu'il faut que ça arrête. Puis qu'on enseigne ça même, je le dirais, là, à un plus bas âge, déjà, qu'on en parle. C'est l'éléphant dans la pièce. Là. Arrêtons, on est en compétition. Là. C'est sûr qu'on ne parle pas là, des enfants de 10, 11, 12, 13 ans. Là. On pourrait faire un autre podcast là-dessus. Oui, j'allais le dire. On va faire un autre sujet là-dessus. Mais là, on parle de la haute performance ici. Là, puis quand on arrive dans les équipes provinciales, équipes nationales, regarde, parlons du top 3, parlons des médailles d'or. C'est ça qu'on veut. Et à ce moment-là, on normalise la chose. Exact. Plutôt que d'être cette espèce d'éléphant-là qui va nous arriver d'en face quand on va arriver aux Jeux olympiques de toute façon. C'est bon, ça. C'est bon. Mais je suis content qu'on jase de tout ça. Avant de passer à une des raisons pourquoi on est invité, juste rapidement, Francis Jobin, je ne le connais pas. C'est un jeune. Le gars a gagné une médaille d'or en street, en snowboard aux X Games. Là, il a gagné sa première Coupe du Monde en slopestyle. Ouais. Incroyable. Hey, les gars, les X Games, ça a été capoté. Là. Moi, c'est sûr que je suis un fan des X Games depuis 25 ans. Là. Mais à chaque année, je me fais le devoir de les regarder, surtout maintenant que je suis plus sur la route. Là. Je suis souvent à la maison, donc je regarde ça avec les enfants. C'est tellement impressionnant. Mais cette année, là, vraiment, il y a eu un autre coche. Là. Il y a eu 7 ou 8 premières mondiales qui se sont faites au niveau des nouveaux sauts dans toutes les disciplines. Ils attendent là, on dirait. C'est souvent ce qui se passe. Oui. Là, par contre, j'annoncerais que, d'après moi, on est en train d'arriver là, au plateau. Je vois pas, on est rendu qu'on fait des 23-40, là, c'est 6 tours et demi. Il va peut-être se faire 7 tours l'année prochaine, mais on vient d'arriver à la limite humaine, selon moi. Là. On va faire plein d'autres trucs avec des grabs, on va amener du style. Mais là, à un moment donné, je vous invite à aller le voir. Là, si vous pouvez regarder, vous allez en trouver partout sur Instagram. Là, faites X Games, First in the World, puis ça va tout sortir. Mais pour en revenir avec Francis Jobin, qu'on a découvert là d'une certaine façon. Et lui et Olivier Asselin ont gagné cette épreuve-là, les deux, la médaille d'or. Olivier en street. Asselin, oui, Lac-Beauport. Bon, là, on se dit le street, Lévis. Puis, bon, c'est cool, c'est des rails, c'est très urbain, mais bon, pour l'instant, en tout cas, c'est pas olympique. Donc, on se disait, bon, OK, correct. Puis là, bang, Francis, qui la semaine d'après à Aspen en Coupe du Monde, dans une épreuve olympique, bang, gagne la médaille d'or. Donc, un nom là, qui vient d'arriver sur notre radar au bon moment. Là, donc, il a prouvé que c'était pas juste un feu de paille, puis qu'il s'en met là. Puis, tu sais, moi, je regarde souvent ça, puis je suis sûr que vous faites la même chose. On regarde la réaction de quelqu'un qui gagne une première grande victoire. Pour moi, ça dit beaucoup. OK. Si j'avais pu recommencer ma carrière, là, j'aimerais tellement être moins émotif après une victoire ou après... Tu sais, un winner, quelqu'un qui va gagner semaine après semaine, c'est ce que j'ai vu de Francis Jobin. J'ai comme vu, là, il était content, il a sûrement eu 3-4 larmes, mais tu sais, on sentait que c'était pas la fin du monde, c'était plus le début de quelque chose. Il y a une espèce de calme, ce gars-là, qui m'inspirait beaucoup. Pas surpris. Tu peux demander ça. Oui, vas-y, Laurent. Non, j'allais dire pas surpris, tu sais, comme tu sais que t'es rendu là. Oui, exact. Non, fait que ça regarde très bien. Toute l'équipe de snowboard, je pense, avait besoin un peu de sang nouveau. Tu sais, Mark McMorris, il s'en est sorti avec une médaille d'argent en slopestyle aux X Games, mais on le sent qu'il est aussi, lui, vers la fin, il veut pas. Il est plus jeune, il a plein de blessures, exact. Donc, et Darcy Sharp aussi. Fait que toute la cohorte de Maxence Parot, Mark McMorris, on le sentait que c'était vers la fin. Loin qui n'est pas de jeune, mais qui était là aussi. On a des jeunes qui arrivent, exact. Oui, c'est ça. Timing est bon. Ouais. C'est bon, c'est excellent. Écoute, on a tellement de sujets, puis on va essayer de rentrer ça dans une première heure, dans une heure en fait, mais on se reprendra. C'est tellement intéressant d'en parler. Parle-moi de ta fin de semaine au Massif, Dominique. Je n'étais pas au courant. Et puis c'est correct. Partez. Là, je vois la photo sur ta page Facebook. Là, j'ai carrément pris ça sur ton profil. Là, je vois Jennifer Isle, Travis Gannon, Marie-Michel Gagnon, Alex Bilodeau, Cindy Wallet, Dominique, évidemment, puis Dominique Maltais, réunis dans la même pièce. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est un regroupement de gens d'affaires, c'est les YPO, Young President Organization. Okay. Et eux, un de mes bons amis fait partie du groupe. Et lui, il organisait, dans le fond, ce week-end-là. Fait il m'a contacté au mois de septembre. Ceux qui sont dans le sport depuis longtemps, puis je sais pas, t'étais-tu avec Oakley, Laurent, toi? Oui, mes lunettes, c'est Oakley, oui. C'est Oakley. Je ne sais pas si Seb est encore là. C'est Sébastien Paradis qui était chez Oakley à l'époque. Après ça, chez Red Bull. Donc, le monde du sport, on le connaît très bien, Sébastien. Il est maintenant chez la bière Boréal.
Et anyway, fait qu'il me dit, Dom, j'aimerais ça te parler, tu fais-tu des conférences, tout? Ben, longue histoire courte, j'ai viré sa conférence à l'envers. J'ai dit, moi, je vais t'organiser un week-end de ski complètement débile avec le plus de médaillés olympiques puis de médaillés de championnat du monde possible. Puis sur cette photo-là qui n'est pas là, il y avait aussi Alex Harvey. Donc, à la gang, on avait 193 médailles de Coupe du monde, 21 championnats du monde, 5 médailles olympiques. Donc, on avait monté un beau groupe. Puis c'était avec les familles, avec les enfants. Donc, on avait un beau parcours au massif avec un petit parcours de boss, un petit parcours de slalom géant, puis un petit border cross qu'on nous avait construit. On amenait toutes les familles qu'on avait faites par équipe. Donc, chacune de ces personnes-là était des coachs. Et on avait notre équipe qui se promenait dans ce parcours-là. Donc, c'était toute beauté de voir ces gens-là apprendre à skier de la bosse, une chose qu'ils n'avaient jamais faite de leur vie pour la plupart. Donc, vraiment, et d'avoir une couple de discussions aussi, là, comme vous pouvez l'imaginer, de parler des Olympiques, de parler de qu'est-ce qui est important pour le dépassement de soi, comment exceller, oui, dans le sport, mais dans la vie en général. Donc, j'essaie toujours d'appliquer ce qu'on apprend, nous, dans le sport, comment on peut l'appliquer dans la vie de tous les jours, et surtout, dans ce cas-ci, précisément, d'inspirer des jeunes, tout simplement. On voit des jeunes en bas, puis j'imagine que, donc, on t'appelle et on réserve, si on veut faire la même chose. Ce genre de week-end-là, là, c'est tellement satisfaisant, là, de partager notre passion pour faire triper des jeunes. C'est sûr que j'aime ça le faire dans le domaine corporatif, puis j'en fais plusieurs de ce temps-ci, mais quand tu le fais avec des jeunes, c'est d'autant plus satisfaisant de voir leur gros sourire. Là, j'avais un petit bonhomme de 8 ans, là, il a été mon ombre pour toute la fin de semaine. Ah oui, hein? Le petit Mason, là, il m'a suivi tout le week-end. Mieux décidé que c'était moi, là, son héros du week-end. Man, j'ai eu du fun avec Mason, le sourire gros de même, il voulait jamais arrêter, il avait les deux mains gelées, il était plus capable de se dézipper. Il dit non, je veux pas arrêter. C'est bon, on continue, buddy. On continue jusqu'à 3h30 avec lui. Là, il y a 8 ans, mais dans 20 ans, dans 30 ans, hey, je me rappelle d'un week-end que j'ai passé à Québec, au massif de Saint-François, avec tous ces héros-là. Bon, ça va être magique, ça. C'est sûr. C'est vraiment le fun. Les parents ont trippé aussi. Laurent, il va organiser ça, là, avec quelques petites nerfs. Ben là, on a un anneau de glace qu'on pourrait amener bien du monde à patiner pour le week-end. Je suis sûr qu'on peut faire de quoi, Laurent? Ben oui, c'est pas une mauvaise idée. Moi aussi, avec les jeunes, là, je trouve ça vraiment le fun. Aller dans les écoles aussi, c'est... Ouais. Tu sens la passion. C'est pas du... les jeunes ne sont pas blasés. Là. Ils ont du fun, puis ils ont juste envie de faire ça, de rêver. Fait que, si tu es capable de les faire rêver, de les motiver, c'est vraiment gratifiant de faire ça pour nous autres aussi. Bon. Alors, j'ai compris maintenant cette rencontre. Bravo. Félicitations encore une fois pour ton implication dans le monde du sport. Parlons des choses qui vont moins bien maintenant, Dominique. Eric Miles, qui est quand même le directeur du Comité olympique canadien, le chef, il s'inquiète de l'avenir du sport au Canada. Il dit que ça fait 20 ans qu'on n'a pas eu plus d'argent pour les fédérations sportives. À nous de pas dire, mais de la pression parce qu'eux, ils veulent des médailles et ça existe pour ça. Bref, la situation doit changer, qu'il dit. Qu'est-ce que tu en penses, ta réaction face à cette sortie-là? Je partage tous les points d'Éric. D'ailleurs, dans l'article, les deux, on est cités, puis on pense pas mal la même chose. C'est parce qu'on le voit, là, qu'on est sur le bord du précipice, mais vraiment. Là, donc, à un moment donné, il faut tout le monde parler. J'ai été le premier à déplorer des choses qui ne fonctionnaient pas dans le système, à déplorer des situations inacceptables. Là, on le sait, dans tout ce qui était de l'abus dans le sport et tout ça. J'étais à l'avant-plan pour en parler. Là, 10 ans plus tard, maintenant, je vous dirais que tout est en train de s'écrouler. Les fédérations n'ont plus une scène. Des gars comme Laurent, bientôt, vont même devoir payer leurs dépenses parce que l'équipe n'en a plus d'argent. Et c'est là où nous, on essaie de venir à la rescousse avec B210 puis de maintenant essayer de travailler avec les fédérations pour pouvoir continuer d'encadrer les meilleurs athlètes comme Laurent. Mais en bout de ligne, si à un moment donné, la structure peut punir, c'est tout s'écrouler. Je pense qu'on est vraiment rendu là. Il y a eu des augmentations un petit peu dans le financement du sport, mais c'est juste aller au carding, ce qui était nécessaire. Le carding, oui, pour les athlètes, mais c'est aussi aller pour tout ce qui est de mettre en place des systèmes de bonne gouvernance, puis des systèmes de prévention de but dans le sport, inclusion et tout ça, ce qui est correct. Mais ça c'est plate, là, mais ça ne change rien pour le pipeline des athlètes qui s'en vont vers le sommet, mais du bas jusqu'au haut. Parce que ce qui est pour moi important dans ce qu'on disait dans les médias avec cette nouvelle-là, c'était que le monde comprenne qu'on dit ça haut et fort, puis on se bat pas juste maintenant pour les athlètes olympiques. On se bat pour vos enfants, votre nièce, votre neveu, là, OK? Pour qu'on puisse continuer à avoir du sport organisé au pays. C'est critique de même.
le gouvernement, bien sûr, de ce temps-ci, je le comprends, là, qu'on n'aura pas de réponse du gouvernement, mais ils n'ont pas répondu au mois d'avril dernier à la demande de David Shoemaker, le président, le directeur général du Comité olympique canadien, et la demande conjointe avec le Comité paralympique canadien. Donc, ils n'ont pas répondu. Et là, on a fait une demande au mois de décembre. Ils n'ont pas répondu encore non plus. Et naturellement, là, on vit plein d'autres choses. Je comprends, on met peut-être ça sur la glace pour 3-4 mois, mais il faut y revenir parce que c'est plus grave que ce qu'on pense. Pour moi, c'est en lien même avec la santé de notre pays, avec la fierté de notre pays. C'est sûr que moi, là, des médailles d'or, des médailles olympiques, j'aime ça, OK? Fait que je ne me cacherai pas, mais là, je vous le dis, là, je me bats plus juste pour ça, là. Je me bats pour qu'on puisse garder dans notre société le sport, même pas en avant-plan, parce que je pense pas que c'est en avant-plan. Fait que, au moins où il est, là, parce que là, pouf, on s'en va en arrière, puis il n'y en aura plus d'athlètes. Qui va vouloir faire du patin de vitesse si je sais que moi, ça va me coûter 40 000 par année? Oui, non, je suis rendu un papa à un moment, là, je peux-tu vous dire que je vais tout faire pour que mes enfants ne soient pas des athlètes de compétition? Je n'ai pas cet argent-là, là. Ça ne tombe pas du ciel. Je me considère dans la classe moyenne. Donc, imaginons toutes les autres qui ont moins d'argent, puis là, on parle des sports. Il n'y en a plus des sports que c'est des sports qui sont accessibles. Là. Mon jeu de soccer, là, puis si je veux qu'il soit vraiment bon en soccer, il va falloir qu'il fasse des camps à gauche puis à droite, puis à voyager, puis ça va coûter cher. Donc, anyway, et si le gouvernement ne veut pas nous écouter, il faudra faire des choix. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il faudra faire des choix de société où on devra décider si la tarte du financement reste la même, là, on ne peut plus aider tout le monde. On ne peut juste plus. Donc, il faudra faire des choix de société peut-être. Couper beaucoup de sports. Est-ce qu'on va tomber de 58 sports à 20 sports, à 15 sports? Je ne le sais pas, mais on ne peut plus aider tout le monde. Ça ne donne plus rien. Là. Il n'y aura plus personne qui va pouvoir survivre. Attends, là. Donc, ça ressemble à l'Australie de ce que tu proposes là. Oui, puis la Nouvelle-Zélande est encore plus drastique là-dedans. Ah, oui, hein? La Nouvelle-Zélande, eux, ont demandé à leur population il y a une vingtaine d'années ou une quinzaine d'années. Vingtaine d'années. Okay. Et ils ont demandé quel sport qu'on devrait supporter. Et il y avait 6 sports. Donc, en fait, quels sont les 6 sports qui vous tiennent à cœur le plus, vous, les Néo-Zélandais? Naturellement, vous allez savoir qu'il y avait le rugby, il y a le vélo. Mais dans ces 6 sports-là, il y a même un sport qui n'est pas olympique. C'est le netball. Ça se joue à peu près juste au jeu du Nouvelle-Zélande. Oui, exactement. Et au jeu du Commonwealth, probablement, Marc. Oui, oui, c'est ça. Et bon, et ça fait partie du groupe de 6. Les autres sports, là, c'est 0. À moins qu'ils veulent s'organiser puis avoir des commanditaires, fine, mais il n'y a rien qui sort du gouvernement qui va supporter ces sports-là. Est-ce que c'est ça qu'on veut? J'imagine que non, parce que c'est le fun d'avoir de la diversité dans le sport puis qu'on puisse continuer à avoir du handball, du volleyball, Parce que si on choisit 15 sports, on comprend là, qu'il va y en avoir beaucoup qui vont être laissés de côté. Ça n'a aucun sens. Ce que tu racontes là, c'est complètement l'inverse de ce que demandent justement ces fédérations sportives-là. Tu parlais du handball, mais c'est un exemple. Là. On ne sera jamais dans le top 15, je pense, dans les 100 prochaines années. Ouais. Mais ils ont à peu près rien. Là, tu le dis encore plus. Non seulement vous n'aurez plus à peu près rien, vous n'aurez plus rien. Ben, tu as raison qu'il y en a là-dedans qu'on couperait comme badminton, handball, on ne sauve pas beaucoup. Tu vas me dire, mais moi, pense plus loin. Là, il y a des sports qui sont dans une liste qu'on penserait, ah oui, tout le monde veut qu'on supporte ça au Canada, alors qu'ils vont dire désolé, là, mais nous, je ne veux pas en nommer, là, mais il y a des sports quand même, ça pourrait être même le ski acrobatique. Le monde pourrait dire, ski acrobatique, who cares? On a des médailles. On ne supporte plus le ski acrobatique. Non, mais c'est parce que ça ne serait pas en fonction des médailles, là, ça serait un choix de population. Le monde va décider, OK, on en choisit 15 parce qu'on a tant d'argent. C'est quoi vos 15? Mais j'espère qu'on n'arrive pas là, sauf qu'on n'a plus le choix, on ne peut plus supporter tous ces sports-là. On ne peut plus le faire d'une façon égale, équitable, là, oublions ça. Là. Ça ne marche pas. Ça, Dominique. Fait que, je pense que c'est ça qu'il faudrait arriver à faire, puis qu'ils comprennent que si ce n'est pas ça, tout s'écroule. Et à ce moment-là, on oublie ce qu'on appelait le sport amateur, ça devient du sport professionnel, puis ceux qui peuvent arriver à avoir des commanditaires, faire des petites courses, de l'argent, tu sais. Moi, je pense à mon sport, le ski de boss. Quand j'en faisais au début, c'était pas vraiment organisé, c'était pas olympique, mais on voulait en faire pareil parce qu'il y avait des courses professionnelles organisées, puis on pouvait gagner 3-4 000 $. Puis dans ce temps-là, c'était beaucoup pour nous. Puis on disait, all right, cool, je vais faire ça dans la vie. Puis à un moment donné, c'est devenu structuré et fédéré. Mais encore une fois, j'aimerais pas ça faire ce retour en arrière-là parce que je crois encore en l'impact des Olympiques, l'impact du sport dans notre société, qu'on a tous trippé à vivre des beaux moments en regardant les Jeux de Paris. Ce qu'on va vivre encore avec les Jeux de Milan. Donc, j'y crois vraiment à l'impact du sport. Puis, regarde, on en parlait il y a quelques minutes, l'événement que j'ai fait au Massif, là. Enlève les Olympiques puis mets juste des championnats du monde, même si j'aime les championnats du monde, cet événement-là n'a pas autant d'impact. Okay, tous ces athlètes-là n'ont pas autant d'impact.
Je veux t'entendre, Laurent, sur ça. Oui, je suis d'accord. Laurent, oui, vas-y. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que on a une population qui est de moins en moins en santé. De couper dans les sports, peu importe le niveau, c'est pas un bon message à envoyer. Tu coupes dans... Mettons que les jeunes réalisent qu'il n'y a pas de débouché dans leur sport, là, ils vont arrêter le sport plus tôt, probablement. Ils vont prendre des mauvaises habitudes de vie plus tôt dans leur vie. Le taux d'obésité chez les ados va augmenter encore plus, ce qui va faire que le taux d'obésité chez les adultes d'une génération plus tard va être encore plus haut. Puis le poids sur les réseaux de santé va être énorme. On ne peut pas se permettre d'envoyer ce message-là. Ça va pas bien de ce côté-là dans nos provinces, dans le pays, mais dans tous les pays là, développés, là, ça va pas bien. Là. Il faut investir plus dans le sport. C'est par le sport qu'on va remettre nos populations en santé. T'sais. Moi, mes amis qui sont encore en forme, je suis rendu à l'âge, j'en ai des amis qui ont des bédaines, j'en ai des amis qui sont en forme. Ceux qui sont en forme, c'est ceux qui avaient un sport quand ils étaient jeunes, puis ils le pratiquent encore. Ils jouent encore au soccer dans une ligue pour le fun, mais s'ils avaient arrêté à 12 ans, ils ne joueraient plus au soccer. Là. C'est ça qui les garde encore en forme, puis qui fait que même s'ils ont un enfant, 2 enfants, un travail, ils trouvent le temps de faire du sport 3 fois semaine. Fait que je trouve ça vraiment déplorable, puis c'est juste décourageant. Puis on la sent déjà, c'est pas un problème ça sort là, c'est pas un problème de dernière année. Moi, je le sens, je suis rentré sur l'équipe nationale en 2010, puis le niveau de support qu'on a financièrement de notre fédération, ça a droppé, puis ça a droppé pas rien qu'un peu, là, tu te dis, Dominique, il va falloir commencer à payer des compétitions. L'an passé, le championnat du monde sprint en Allemagne, j'ai fini 3e, j'ai payé tout de ma poche. Wow. Il n'y avait pas une scène de la fédération pour un championnat du monde. Là. Puis, quand je suis rentré sur l'équipe en 2010, on était dans la foulée des Jeux de Vancouver. Il y avait du budget à côté pour toutes les fédés jusqu'à Sochi à peu près. Ils nous payaient nos compétitions nationales pour les juniors sur l'équipe nationale. Puis là, tu es des médaillés des mondiaux, il faut que tu payes ton voyage. Ça a droppé énormément. Puis je suis d'accord avec toi, je veux dire, moi, les conditions que j'avais en début de carrière, je serais comme, oui, les enfants, allez-y, visez ça le patin, ça va bien. Maintenant, je suis comme, allez-y, mais trouvez-vous des bons commanditaires ou un travail à temps partiel pendant vos études parce que c'est difficile d'arriver. Mais pourquoi j'ai l'impression, excuse-moi si j'interviens ici, mais c'est 2 affaires différentes. Viser une médaille aux Olympiques, ça prend de l'argent, ça prend une supervision particulière, ça prend un paquet de choses, ça prend les meilleurs entraîneurs. Mais faire du sport pour le plaisir, c'est une autre affaire. Pourquoi c'est ensemble? Je ne comprends pas ça. Pourquoi c'est pas séparé, tout ça? Je ne sais pas si ça se fait ailleurs dans le monde, comment ça fonctionne ailleurs. Est-ce que le Canada est rendu là? Si on n'a pas de chance de médaille aux Olympiques, on décide que nous, on a 15 sports qu'on aime et qu'on n'est pas pire, puis les autres, on les oublie? C'est quoi? Je ne comprends pas. C'est des fédérations, c'est du sport fédéré, donc à un moment donné, ça va de bas en haut. Il y a une structure qui est connectée. Après ça, si on décidait qu'on revoit aussi, tant qu'à y être, le système sportif dans son ensemble, encore une fois, on pourrait en parler beaucoup plus. Tant qu'à moi, ça devrait passer par les écoles. On devrait tout faire que tout repasse par les écoles pour à peu près tous les sports, même jusqu'à un haut niveau. Et après ça, tu as la structure peut-être de compétition qui, elle, vient s'en occuper. On le voit dans plusieurs sports aux États-Unis avec la NCAA, exact. Qui est l'organisme de développement d'une certaine façon pour plusieurs sports. Pourquoi on ne peut pas juste augmenter les budgets? Ouais. Non, mais pourquoi on n'augmente pas juste les budgets? Pourquoi on ne double pas les budgets en sport en se disant justement, comme Laurent l'a dit, ça inspire, ça fait bouger les jeunes? Moi, je pense que à moins que je sois une exception, là, mais moi, j'ai grandi puis je regarde mes jeunes aller. Là. Bon, c'est sûr qu'ils ont des vedettes dans le monde du jeu vidéo aussi, là. Mais on regarde du basketball puis il y a le dossard d'accrocher en arrière de son lit avec Victor Wembanyama qui a signé son jersey. Il y a l'autre, tu sais. Je regarde les jeunes avec qui je viens de passer du temps, là. À un moment donné, tu as besoin de quelque chose qui t'amène vers le haut. Ouais. Dites-nous demain matin là, que les joueurs de hockey, là, ils font le même salaire que Laurent Dubreuil. Qui c'est qui va vouloir être joueur de hockey? Oubliez ça, OK? On tripe, on adule, on regarde nos héros parce que ça a l'air hot, puis on veut être ça. Puis des jeunes qui veulent être des Laurent Dubreuil parce qu'ils le voient gagner, puis se dézipper comme il fait tout le temps, puis yes, mon homme, je viens de gagner, ça inspire d'autres jeunes à vouloir faire pareil, OK? Il y a de quoi, là? Il y a une synergie qu'on a de besoin. Pour moi, c'est relié. Si on n'a plus cette aspiration-là, c'est le fun de jouer au ballon prisonnier, là, mais jouer au ballon prisonnier pendant 30 ans, il n'y a personne qui fait ça parce qu'ils
c'est du ballon prisonnier. C'est du ça, sport ouais, d'école. À un moment donné, tout redevient un peu, j'exagère peut-être, là, mais il n'y a plus de club s'il n'y a pas d'aspiration à quelque chose de plus, tant qu'à moi, là. On peut tout faire du ski, c'est sûr, là, mais se mettre dans un club de ski, si tu n'as pas des aspirations à être un Éric Guay ou à être une Marie-Michel Gagnon, tu perds ton temps. on vient les voir gagner à Kidsville, les boys, là, 1 et 3. Tabarnouche, OK, ça vient-tu te craquer le monde, tu penses, toi? J'ai la chance, j'habite dans l'Ouest, comme vous le savez, puis j'étais à Whistler tous les week-ends. Il y avait un méchant buzz là, dans le club, parce qu'ils sont les deux associés au club de ski de Whistler. Vous auriez dû voir les jeunes qui en parlaient, qui tripaient, tu sais, il y a de ça. C'est peut-être pas toute la population, puis c'est vrai que la population du Canada change aussi, hein. Puis c'est pour ça que les gouvernements sont peut-être tièdes un peu, c'est qu'on a beaucoup de nouveaux arrivants. Le sport, peut-être que ça a plus sa place dans notre société, mais moi, je ne veux pas être dans cette société-là. J'y crois pas, puis j'en veux pas. Ça a sa place. Pour la santé, comme Laurent l'a dit, c'est sûr. Puis la fierté une fierté, aussi. Une aspiration, un sentiment d'appartenance. Ce qu'on a vécu avec Vancouver, je me répète comme un vieux pépère là, qui reparle encore des jeux de 2010 tout le temps, mais c'est parce qu'il faut vivre ça à quelque part, tant qu'à moi, en tant que société. Tu sais. Je vais te dire, j'ai un parallèle que j'ai fait récemment avec les amis. Je dis, là, on vit avec l'histoire des tarifs américains, une fierté canadienne, une unité canadienne qu'on n'a pas vue depuis les Jeux de Vancouver en 2010. Il y avait à peu près juste le sport qui nous réunissait comme ça s'est passé en 2010, puis là, on le sent un petit peu. Alors, on espère que ça ne sera pas notre seule et unique façon de redevenir Canadien fier à 100%, mais le sport, ça aide. Effectivement, des médailles, des championnats, des héros, ça fait la différence souvent. Enlève, tu sais, comme Dominique il dit, c'est le fait que les jeunes aient un objectif en haut. Tu sais, prends un sport donné, prends le patin de vitesse, là, tu sais, c'est mon sport, enlève-le du programme olympique, puis la moitié des jeunes ne s'inscrivent pas l'an prochain, là. Tu sais, mais il y a, dans ces milliers de jeunes qui arrêtent là, il y en a combien qui auraient fait les Jeux 1 ou 2, tu sais? Mais ils rêvent tous de ça. C'est ça qui fait qu'on continue, c'est qu'on rêve. Il y a un débouché, tu sais. Au final, tu veux dire, tu prends les milliers de patineurs au Québec, au Canada qu'il y a. Comme on dit, il y en a 8 qui font les Olympiques en longue piste, il y en a 5 en courte piste par sexe à chaque jeu, tu sais. C'est pas beaucoup, là, c'est une poignée d'élites, là. Ah, c'est sûr. Mais tout le monde, y rêve, puis c'est pour ça qu'ils se réinscrivent l'année prochaine, tu sais. Ils ont un objectif, ils rêvent à ça, c'est motivant, c'est là qu'ils se sentent le plus en vie. Plus qu'à l'école, plus que dans n'importe quoi d'autre, c'est leur passion, tu sais. Ouais. Fait que si tu enlèves cette élite-là en haut, tu enlèves ce rêve-là à tous les jeunes en dessous, tout le monde, là. Puis moi, je suis sûr que les inscriptions reprennent complètement. Comme tu dis, Dominique, tu sais, si tu dis les joueurs de la NHL, ils font plus 5 millions ou 2 millions, ils font 50 000 salaire moyen. Ben, il y a plein de jeunes qui vont se désinscrire du hockey. Là. Eux autres, ils rêvent d'aller en haut parce que ça a l'air cool, comme tu dis. Là. Ils rêvent d'arriver au sommet. Mais si tu enlèves le sommet, ils ne rêvent plus. Absolument. Dominique, écoute, tu as jeté... Comment ça, là? Jeté dans la mare. J'oublie le mot, mais finalement... Un pavé dans la mare? Hein? Un pavé dans la mare. Un pavé dans la mare, merci. Non, écoute. Alors, Éric Miles... L'autre solution, comme je l'ai effleuré plus tôt, on laisse tout aller pro, puis on verra ce qui arrivera, mais c'est parce qu'il n'y en aura pas tant que ça. Là. Il y a des sports pro qui vont survivre. Là. OK. Très peu, même. Et on a quelques sujets, puis merci de cette précision et de ce commentaire, Dominique. Rapidement, parce que je dis qu'il nous reste à peu près 5 à 6 minutes. On parle du Canada qui pourrait avoir des performances de moins en moins bas dans les prochaines, mais en tout cas, pour l'instant, ça semble tenir la route parce que selon un site Total Olympic, on fait le tour des différentes médailles obtenues dans des épreuves olympiques lors des championnats du monde entre 2022 et les prochains Jeux olympiques. Et le Canada, selon ce tableau que vous ne voyez peut-être pas très bien, puis surtout ceux qui nous écoutent en audio, qu'on ne voit pas partout, le Canada se situe au 3e rang des nombre de médailles obtenues lors de championnats du monde dans des épreuves olympiques, derrière la Norvège et l'Allemagne. Donc, 3e, donc 15 médailles d'or obtenues par les équipes nationales, par James Crawford en Super G, par Laurent Saint-Germain, Michael Kingsbury 2 fois, Alexandria Lutit, voilà. Brandon Becky, bref. Écoute, 5e pour les médailles d'or, mais 3e au total derrière l'Allemagne et la Norvège, devant les États-Unis. Premier commentaire, Dominique, surpris ou pas?
Non, pas surpris. Même moi, depuis un an environ, là, je prédis à qui bien veut l'entendre que le Canada va se battre pour les 2 premières places à Milan au niveau des médailles d'or. C'est ce que je souhaite de tout cœur. Et c'est pour ça que je pense qu'on devrait mettre le focus sur les médailles d'or et comme ça, il y aura plus de médailles, qu'on ne dénigrera pas ceux qui ont gagné des médailles d'argent et des médailles de bronze. Au contraire, on va les célébrer, mais visons l'or. Ouais. Et c'est le vrai tableau que le reste du monde regarde, qu'on le veuille ou pas. Mm-hmm. Et on l'avait atteint en 2010. Encore une fois, je me répète, le pépère qui se répète, mais je pense qu'à Milan, on peut vivre quelque chose de spécial. Wow. On a vu le réveil du short track qui est extraordinaire. Ouais. Qui ont 7 athlètes qui ont atteint le podium cette année déjà, sur une dizaine d'athlètes qui voyagent, eux autres, ou 8 en tout cas. Ils sont entre 8 et 10 qui voyagent, je pense. En Coupe du Monde, sur 10, je pense. 5 de 5. Ils sont 10, hein? Ouais. Fait que, tu vois, il y en a 7 qui ont atteint le podium cette année et plusieurs fois. Donc, pour moi, c'est un groupe qui va continuer à progresser. Vous autres aussi en longue piste, vous continuez à être là. Et ce qu'on voit avec les petits sports, un peu à gauche et à droite, tu as mentionné Alex Loutit en saut à ski. Oui. On voit probablement des médailles là. Le snowboard, on en parlait plus tôt. Ski acrobatique, naturellement, plus que juste Mick Kingsbury, on l'espère, mais il y a 2 chances de médaille. Anyway, je ne ferai pas le décompte événement par événement, mais juste vous dire que quand je regarde ce qui se passe aussi avec la Norvège au niveau du ski de fond et du biathlon et les autres sports, je crois fermement qu'on peut se battre avec eux à Milan. Et pour moi, ce que j'espère, c'est un peu ma théorie, qu'on puisse justement changer tout ce discours-là, le narratif, que le monde, la population embarque dans une espèce de mouvement pendant les Jeux de Milan. On va voir que tabarnouche, le Canada est en train de se battre et surtout battre les Américains. Tout va bien nos dans le amis, sport au Canada. et que là, on se rapproche des Norvégiens et que la population embarque. Et si la population embarque, ben, le gouvernement va oser parler. Présentement, le gouvernement n'ose pas parler parce que le monde, il pense juste au prix des fraises et des framboises à l'épicerie, qu'on ne devrait pas manger au mois de janvier de toute façon, là, mais on en veut, puis ils sont trop chers. Fait que là, on se plaint, on va à l'épicerie, on capote. Le monde, pour l'instant, ils n'en veulent pas de ce discours-là, et donc les politiciens le savent. Si ça peut changer l'année prochaine, qu'on soit dans une réalité différente, il y aura les élections qui auront passé. Le Canada, si on se bat pour être premier, d'après moi, le discours qu'on essaie de taper dessus depuis un an sera peut-être plus entendu et on sera peut-être plus porteur l'année prochaine avec le gouvernement qui sera en place. C'est ce que je souhaite. Et pour moi, c'est pas une pression qui est inatteignable. Au contraire, là, je suis vraiment... dans mes analyses, je suis assez subjectif. Naturellement, il y a toujours des exceptions, puis il y a des belles surprises, puis des J'ai hâte déceptions. de voir ton podium, tes regarde. pronostics pour l'an prochain déjà, en un an des Jeux, mais habituellement, tu nous fais cette surprise-là à quelques jours des Jeux. Oui, à date, je suis pas pire. Mais, mais je me fie. Il y a beaucoup de feeling là-dedans. Je dis que c'est subjectif, là, mais il y a des affaires que tu ressens. Donc, je ressens que ça pourrait se passer. Je le souhaite fortement. Alors, Laurent, confiant aussi pour le Canada dans les prochains... Mais je pense que oui. Je veux dire, regarde les résultats dont on a parlé plus tôt aujourd'hui. C'est comme Dominique dit, en courte piste, c'est exceptionnel les résultats qu'ils ont eu cet automne. C'est des sports courte piste. Si tu as des bons Olympiques, tu peux gagner quasiment 10 médailles dans le même jeu. Il y a plein d'épreuves. D'Angelo, Dubois, Kim, ils peuvent en gagner 3-4 chacun. Sur des bons jeux, c'est sûr que si c'est les Chinois ou les Coréens qui ont des bons jeux, on n'en gagne pas tant, mais je veux dire, en général, il y a certains sports comme ça. On voit les Pays-Bas sont tout le temps là sur chaque liste. Les Pays-Bas gagnent des médailles dans 2 sports. C'est le patin courte piste, le patin longue piste, puis ils sont tout le temps top 5, top 7 aux Olympiques d'hiver parce qu'il y a plein de médailles dans nos sports. Fait que, si on a une belle génération, puis si on est capable de concrétiser, on peut contribuer à ce gros total de médailles d'or, là. C'est bon. Ben, écoutez, c'est bon, on en reparlera, on aura le temps en masse. Rapidement, 2 sujets plus internationaux. Russie, Biélorussie, suspendu des tournois de hockey de la Fédération. Puis je vais joindre à ça le fait qu'on songe également à les bannir comme au dernier jeu pour les Jeux de Milan-Cortina. Alors, Laurent, toi qui cohabite avec les patineurs, sauf les Russes et les Biélorusses depuis quelques années, ton opinion là-dessus? Ben nous, en patin, en fait, c'est une nouvelle inverse. Là. Ils ont été réadmis un par distance olympique que la Fédération de patinage a donné comme décision sur ces 3 sports, le patin artistique, patin longue piste, patin courte piste. J'en ai pas vu encore. En fait, j'en ai vu des Russes qui ont changé de pays pour le Kazakhstan, qui ont trouvé rapidement un 2e passeport, mais j'ai pas vu personne courir sous des couleurs neutres encore, mais la décision a été rendue récemment.
OK. Mais moi, la seule chose que je peux espérer, puis là, je sors du corps de la guerre, c'est qu'il a été testé antidoping à côté avant de revenir, là, parce que je veux dire, c'est comme, on n'en parle plus parce qu'il est arrivé pire. T'sais, une guerre, c'est bien pire qu'il y a du dopage dans le sport, là, sur une échelle humaine, là, mais Ouais. Faut pas oublier l'histoire de Sochi puis le cauchemar pour les athlètes propres qu'il faut qu'ils se battent contre des cyborgs, là, dans le fond. Là. Fait que je veux pas qu'ils reviennent. Puis ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas été testés parce que l'Agence mondiale antidopage Ils n'est pas patinent allé voir. côté, t'en as parlé dans un balado, hein, c'est ça. Ils patinent actuellement dans leur pays. Absolument. Mais... Ils font des courses depuis 3 ans en Russie. Ils s'entraînent. Il peut se passer n'importe quoi. Il peut se passer n'importe quoi dans ces 3 ans-là. Là. Fait que moi, moi, c'est ce que je souhaite personnellement. Là. C'est d'avoir l'assurance qu'il n'y a personne de dopé sur la ligne, premièrement. C'est bon. Plus que politique, mais aussi, ouais, c'est ça, physiologique. 100%. Dominique, en 1 minute, je sais que c'est pas facile. Qu'on soit encore, comme Laurent le dit, encore plus sévère sur la situation de dopage. Je vais vous avouer que la situation qu'on a vécue avec les Jeux de Paris par rapport aux Russes et aux Biélorusses, ça a été un filtre qui a été quand même assez serré, là, après qu'il ait décidé justement d'appliquer les conséquences suite à la guerre, à l'invasion. Moi, je pense que je vous l'avais dit dans le dernier podcast. Je ne sais pas trop où je me situe parce que je ne crois pas que le CIO devrait non plus devenir l'ONU. Donc, très intéressant ton point de vue, d'ailleurs. Ouais. Je suis mitigé. Ceci étant dit, je trouve que ça a été bien fait pour les Jeux de Paris. Tu sais, je pense qu'il y a 16 athlètes peut-être seulement qui se sont faufilés à travers... je ne dis pas faufilés, mais qui ont passé à travers le filtre, qui n'étaient plus associés à leur pays du tout. Comme Laurent dit, là, il y en a plein qui changent de pays. Mais en bout de ligne, ce qui compte pour nous les sportifs, là, j'aime mettre la politique de côté, c'est que ceux qui sont là, on sache puis qu'on puisse être clair qu'ils sont vraiment propres, qu'ils sont testés, qu'ils sont testés, qu'ils sont retestés, qu'ils sont retestés. Après ça, d'où ils viennent, on veut quand même les meilleurs. Qui soient sur la ligne, mais les meilleurs qui sont propres. Excellent. Bien, merci beaucoup, Dominique Gauthier. Bravo pour ce que tu fais et ce que tu nous dis également. Puis merci de ta participation volontaire au balado. C'est très apprécié. Super plaisir. Je vais en faire à tous les jours si vous voulez parler de sport avec vous autres. On retient ça. Laurent, bonne chance. Tu pars dans les prochains jours. Bonne chance, Laurent. Oui, merci les gars. Oui, je pars dans une dizaine de jours, comme on avait dit, pour la Pologne. Mais le décalage horaire, on peut le gérer, Marc. On va se reparler pendant le voyage. Ça, c'est bon. Et je suis déçu d'une chose, Laurent, c'est que tu n'as pas ta tête fromagée sur la tête. Semble-t-il que tu avais reçu ça avec tes podiums à Milwaukee. Oui, exact. Milwaukee, qui est un grand producteur de fromage aux États-Unis. Fait que comme les fans des Green Bay Packers peuvent le savoir, ou les fans de la NFL, mais non, mais ça ne rentrait pas dans mes valises, en fait. Fait que c'est mes parents qui étaient venus me voir patiner, qui les ont ramenés. Puis je les ai pas revus depuis. On n'est pas sur le même vol, fait que je les ai pas vus depuis que je suis revenu. Fait que mais une chance, j'en ai gagné 2 parce que sinon les enfants se seraient chamaillés. Mais j'avais averti Rose, j'avais dit Rose, si je vois vous chicaner si j'en gagne un, le chapeau, puis je vois vous chicaner, je le donne à votre cousine. Fait que on aurait été correct. Voici une belle éducation. Merci beaucoup tout le monde et puis on se revoit très très bientôt. Bye bye. Salut les gars. Bye.